Madame, Monsieur, merci de nous regarder à Demba, à Moueka et à Dibélengue. Nous sommes dans l'espace Grand Kassai. Bienvenue à cet entretien qui revient sur le grand thème d'actualité. C'est un thème, bien évidemment, vous le savez, c'est la prorogation après 15 jours de l'état d'urgence par le Parlement. Vous le savez également, le président de la République avait pris l'ordonnance pour déclarer l'état d'urgence dans les deux provinces, à savoir l'Ituri et le Nord Kivu. Et ça n'est suivi l'éruption volcanique de Nyiragongo. Aujourd'hui, le chef est à sa deuxième semaine dans cette partie du pays, accompagné d'une forte délégation. Visite des réconforts pour les victimes de l'éruption volcanique, mais tout comme l'évaluation de la situation sécuritaire dans les deux provinces concernées. On va également parler des activités parlementaires. Vous l'avez suivi, il y a quelques jours, le Sénat avait passé en examen les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation, le procureur M. Victor Mumba, et les sénateurs n'avaient pas voulu de la levée des immunités du sénateur Matata Pogno Augustin Mapon. Ça n'est suivi une avalanche de réactions de la part de la classe politique, des tirs croisés sur le bureau du Sénat et de son président Modeste Bahati-Lukwebo. On en parle tout à l'heure avec notre invité. Il est député national, élu du territoire de Moueka dans les Kassai, président du parti Union fait la force, on dit UFF, mais membre du regroupement AFDCA de Bahati-Lukwebo. Il est président d'une grande commission à l'Assemblée nationale, la commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable. Le député Constantin Benguele, c'est notre invité. Il n'est pas souvent dans la télévision. Nous l'avons eu pour vous. On en parle. Bonsoir, honorable. Bonsoir, monsieur Serge Kabongo. Bienvenue à vous. Je pense que cette présentation, elle aurait été brève, mais sinon, il n'y a plus rien à ajouter, plus rien à retirer. Bon, je n'ai pas quelque chose de spécial à ajouter. Cette présentation vaut la peine. Je suis marié et père d'une famille nombreuse. Quand on voit les noms Benguele, tout de suite, on pense au FPI. Si j'ai dirigé dans un passé assez lointain, j'ai dirigé les fonds de promotion de l'industrie, entreprise dans laquelle j'ai commencé ma carrière depuis que j'avais l'âge d'une trentaine d'années. J'ai fait près de 30 ans de carrière. J'ai gravi tous les échelons jusqu'à être administrateur directeur général pendant près de 9 ans. Et aujourd'hui, je suis tourné vers la politique à l'Assemblée nationale. Très bien, merci. Alors, directement, on va faire le tour d'horizon de l'actualité. Un mot, d'abord, on commence par ces drames, arrivés au Nord Kivu, précisément à Goma. Vous n'avez peut-être pas eu le temps de vous exprimer sur la question, peut-être à l'Assemblée nationale. Vous êtes aussi concerné par ce qui se passe, vous êtes élu pour l'ensemble, pour le compte du territoire national. Ce sont vos électeurs à part entière qui sont touchés par ces drames. Si, je suis concerné, non pas en tant que député national élu, je suis concerné d'abord en tant que citoyen congolais. Je suis congolais et ce qui se passe à l'Est ne peut laisser aucun Congolais digne de son nom indifférent. J'ai, à l'occasion de l'éruption volcanique qui a suivi l'état de siège qui avait été décrété par le chef de l'État, j'ai, en ma qualité de député national, adressé un message de condoléances à toute la population du Nord Kivu en général, et en particulier à celle de Goma, de la ville de Goma. J'ai compati avec cette population à travers donc ce message. Et je pense qu'il y a des initiatives que nous essayons de soutenir d'une ou d'autre façon et sur lesquelles il ne faut pas revenir ici de peur d'être accusé de populiste. Très bien. Alors, sinon, à l'Assemblée nationale, il y a eu tout un débat sur la question de cette éruption volcanique, mais aussi la question de la prévention. Personnellement, vous avez pris quelle position pour que des pareils cas ne se répètent plus? Certainement que c'est des catastrophes naturelles qui parfois sont imprévisibles. Si, c'est une catastrophe naturelle qui est parfois imprévisible, bon, mais il y a quand même un service spécialisé du ministère de la Recherche scientifique qui s'occupe de cette matière. C'est vrai qu'à un moment donné, on a dénoncé le manque ou l'insuffisance des moyens mis à la disposition de ces services techniques pour pouvoir prévenir ce genre de situations. Bon, mais moi je pense qu'au-delà
au-delà de tous les mécanismes de prévention qui peuvent être prévus ou qui peuvent être auxquels on peut recourir, bon, il faut avouer que les catastrophes naturelles, quand elles arrivent, elles sont imprévisibles, quelle que soit la science. C'est quelque chose qui dépasse les limites scientifiques, les limites humaines. On ne s'encourage pas, mais en tant que responsable public, nous devons faire ce que nous avons à faire pour, si pas éviter totalement, mais prévenir et minimiser ces atrocités ou ces risques ou toutes les conséquences liées à ce genre de catastrophes. C'est vrai, il y a eu des responsabilités qui ont été mises en cause, mais je pense qu'il ne faut pas, à ce stade ici, pointer du doigt tel ou tel. Il faut que la communauté dans son ensemble puisse s'assumer et prévenir l'avenir. Vous êtes député national, membre de l'Union Sacrée. Aujourd'hui, les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri ont été passées sous le coup de l'état des sièges. Si vous avez été demandé de faire une petite évaluation, une petite lecture de cet état des sièges, vous direz quoi? Bon, faire une évaluation, je n'ai pas tous les moyens à ma disposition pour faire une évaluation. Mais si je dois faire une petite lecture en tant que citoyen congolais, c'est que, bon, je félicite beaucoup le chef de l'État et je l'encourage dans cette initiative d'état de siège dans la province du Nord Kivu et dans la province de l'Ituri. Vous le savez, comme tous les Congolais, le chef de l'État qui, au lendemain de sa prise de fonction, avait promis d'élire domicile dans cette partie de la République pour vivre, compatir et agir avec cette population au jour le jour, a aujourd'hui, si je peux m'exprimer ainsi, matérialisé cette promesse qu'il avait faite. Parce que, bon, le chef de l'État, c'est un père de famille. Vous ne pouvez pas être un père de famille pendant que, bon, sur les 10 enfants que vous avez, il y en a 2 qui ne vont pas à l'école, il y en a 8 qui vont à l'école, ou il y en a 5 qui ne mangent pas, il y en a 5 qui mangent. Donc, le chef, il a pris une très bonne initiative et sa présence dans cette partie de la République en ce moment-ci est un grand signe d'encouragement et je pense que même pour les forces combattantes, les FARDC, c'est un grand encouragement. Vous savez, quand le chef lui-même, il est là, il est à l'œuvre, eh bien, tout le monde se met à la tâche. Donc, je félicite le chef de l'État pour ça et je demande à toute la population congolaise, et particulièrement celle des provinces concernées, d'appuyer chacun dans la mesure de ses possibilités cette initiative du chef de l'État. Un peu comme vous l'avez fait à l'Assemblée nationale par une motion de soutien. Non seulement par une motion de soutien, il y a des actes de bienfaisance, il y a des gens qui sur terrain agissent avec leurs petits moyens, avec leurs petites ressources. Nous l'avons fait bien sûr à travers cette motion de soutien et bon, je ne peux pas dire ici, je ne peux pas tout déclarer ici. En tant que chrétien, nous le faisons aussi à travers nos prières quotidiennes. Très bien. Merci beaucoup, honorable. Alors, aujourd'hui, l'armée a besoin du soutien de l'ensemble du peuple, a besoin du soutien de vous, comme parlementaires élus. Mais en même temps, la situation va perdurer. Vous n'êtes pas en vacances parlementaires. Vous continuez à veiller de près, mais vous pensez que cette situation va perdurer jusqu'à quand? L'état de siège? Parce qu'il y a des libertés fondamentales qui ont été restreintes et vous, comme parlementaire, vous pensez que ça devait prendre fin quand? Bon, moi, comme parlementaire, si vous me posez cette question, je vais me référer à la loi. Donc, il faut s'en tenir au prescrit de la loi. Mais, comme Congolais, mais vous savez, bon, il y a des choses parfois qui peuvent nous amener à braver certaines limites. Parce que l'état de siège, oui. Mais vous savez que ces populations-là sont assiégées depuis une vingtaine d'années. Et donc, si vous me dites en tant que parlementaire, bon, on doit se référer à la loi, ça ne peut pas dépasser 30 jours, ça ne peut pas dépasser 60 jours. Mais je dirais, pour moi, s'il m'était donné de refaire pour que le temps qu'il faut pour arriver à bout de toutes ces forces négatives qui sont en train d'attrister, de tuer, de piller
nos populations à l'Est. Bon, si ça doit prendre 3 mois, 6 mois, une année, ben, pour des populations qui sont assiégées, qui souffrent depuis une vingtaine d'années, moi je ne vois pas de problème. Mais si vous me dites en tant que parlementaire, le parlementaire, c'est lui qui fait les lois, c'est lui qui contrôle l'exécution de ces lois, je m'en tiendrai à toutes ces lois-là. Mais au-delà de moi-même, en tant que personne humaine, je dis, si nous devrions, nous tous Congolais, entrer dans le Nord Kivu, dans la province d'Ituri pour combattre, ben, il faudra le faire. Honorable Constantin Benguele, l'actualité, vous n'avez peut-être pas eu le temps de vous exprimer au moment où elle était importante sur la mutation un peu de l'Union sacrée, la reconfiguration de la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. On vous a vu au four et au moulin avec le professeur Bahati Lukwebo pendant de durs moments où vous avez traversé avec vos anciens sociétaires du FCC. Aujourd'hui, 2 mois après l'investiture du gouvernement, vous avez quelle lecture, vous? Ben, nous avons fait ce que les gens appellent communément la révolution de l'Union sacrée. En fait, c'est une reconfiguration politique de la majorité institutionnelle, que ce soit au niveau du Parlement, que ce soit au niveau du gouvernement. 2 mois après, quelle lecture je fais? Ben, je fais une lecture positive. Vous savez, on ne peut pas avoir un président de la République qui n'a pas véritablement la politique de ses moyens. Quand on parle de la politique de ses moyens, c'est pas toujours... Il n'y a pas que les moyens financiers, les moyens économiques, les moyens matériels. Non, il y a les hommes. Il y a les hommes, il y a les troupes. Le chef de l'État doit avoir la politique de ses moyens. C'est-à-dire, il doit avoir à sa... Quand je dis à sa guise, ça ne veut pas dire à son bon vouloir, non. Il doit avoir des troupes avec lesquelles il regarde dans la même direction. Il doit avoir les troupes qui l'accompagnent dans sa vision de rétablissement de l'état de droit, dans sa vision de développer le Congo, dans sa vision d'instaurer une justice équitable pour tous. Et pour ça, il n'y avait pas d'autre choix que de reconfigurer la majorité au niveau institutionnel. De même au niveau du gouvernement. Bon, le chef de l'État ne pouvait pas être un chef qui ne contrôle pas, si vous voulez, l'exécutif. Parce que c'est cet exécutif qui, au quotidien, doit réaliser sa vision. Mais s'il n'a pas cet exécutif à sa guise ou pour qu'elle regarde dans la même direction que lui, bon, c'était ingérable. Il fallait que, en tant que Congolais, en tant que citoyens, nous prenions le courage de reconfigurer, de donner la majorité au chef de l'État pour que demain, quand le peuple congolais aura à le juger, qu'il le juge objectivement. Ça n'a pas été facile. Hein. Ça n'a pas été facile, mais ça a été fait, le résultat est là, c'est bon. Est-ce que vous avez le goût, peut-être un goût amer? Tout le monde pensait que, parce que vous étiez aux côtés du professeur Bahati, vous avez traversé des zones de turbulence, tout le monde voyait Benguele ministre d'État, voyait Benguele vice-premier ministre. Vous n'êtes pas au gouvernement, vous avez voulu accepter de rester à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez un goût d'amertume en vous-même? Serge, je n'ai pas un goût d'amertume. Vous me voyez même sourire, je n'ai pas un goût d'amertume. Vous savez, je vous ai dit, je suis chrétien. Je crois beaucoup en Dieu. Je crois beaucoup à mon destin. Si Dieu ne veut pas quelque chose, eh bien, ça ne va pas se réaliser. Quels que soient les efforts que nous faisons. Moi, je crois à mon avenir, je crois à mon destin. On ne sert pas la République seulement quand on est au gouvernement. Je suis à l'Assemblée nationale, où je préside actuellement la commission environnement, qui est une des grandes commissions de l'Assemblée nationale. Eh bien, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres ouvertures. Moi, je n'ai pas d'amertume, non. Je continuerai à combattre pour que dans ce pays, il y ait un pays où règne le droit, où règne la justice. En tout cas, devenir ministre, on peut devenir ministre à 25 ans, à 30 ans, à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans. Ce n'est pas perdu pour moi.
C'est pas perdu pour moi. C'est pas une obstination non plus. Hein. Non, 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 non. C'est pas une obstination, mais c'est une ambition, c'est légitime. Mais les gouvernements, il n'y a pas que les gouvernements, il y a autre chose. Très disposé à servir les pays. Très disposé à servir le pays. Très disposé à servir le pays. Très disposé à accompagner le chef de l'État dans sa vision d'un État de droit au Congo, dans sa vision de développer le Congo, dans sa vision de faire régner la justice dans ce pays. Alors justement, je vous prends juste au mot, quand vous dites la vision du chef de l'État, vous dites l'État de droit, Ouais. de faire régner la justice. Ouais. Justement, je prends ces deux concepts clés qui résument un peu en quelque sorte cette vision du président de la République. Il n'y a pas longtemps, dans la chambre voisine de la vôtre, qui est le Sénat, il n'y a pas 2-3 semaines, les parquets près la Cour de cassation a saisi les parlementaires que vous êtes à l'Assemblée tout comme au Sénat pour la levée des immunités en vue de l'audition de certains membres gestionnaires d'hier. Et le Sénat n'a pas suivi cela, malgré le fait que plusieurs sénateurs du FCC, non, de l'Union Sacrée, ont été reçus par le président de la République. Votre petit commentaire, avant même qu'on en arrive, comment c'est arrivé que ces sénateurs soient sauvés? Votre petit commentaire d'abord, bien avant. Vous êtes surpris ou bien c'est une révolution aussi au niveau du Sénat? Non, moi je suis surpris. Je suis surpris. Agréablement ou désagréablement? Non, désagréablement, parce que je pense, pour ma part, si j'avais été celui qui devrait voter, je ne voudrais pas parler au nom des autres, mais si j'avais été, moi je pense que, puisque les concernés eux-mêmes ne se soustraient pas de la justice, ils se sont exprimés, ils ont dit ils vont se présenter à la justice de leur pays pour faire triompher la vérité. Ben, moi je pense que quand on va en justice, ce n'est pas nécessairement pour être condamné. Non, on va en justice pour éclairer ce qui doivent dire les droits. Peut-être pour être blanchi aussi. C'est justement cela que je dis. Donc moi, je prends l'exemple de l'honorable Madame Louise Munga, qui est députée nationale. Mais quand nous avons fait le vote au niveau de l'Assemblée nationale, elle s'est dit elle-même disposée à se présenter en justice. Elle a voté pour que les dossiers soient instruits en justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire elle accepte de se livrer à la justice pour que la justice la condamne ou la justice la blanchisse. Vous comprenez? Et donc, ne pas accorder la possibilité à nos collègues parlementaires de se présenter devant la justice, moi je crois que ce n'est pas une bonne chose. Mais il semble que le président du Sénat n'a pas fait assez pour que vous avez suivi cette sorte de réaction, de tollé. Bahati aurait protégé son frère, Bahati aurait protégé son ancien Premier ministre, parce qu'à l'époque, lui aussi, il était membre du gouvernement Matata. Écoutez, moi je pense qu'il faut dissocier les actes et les époques. Bahati, c'est l'homme du chef de l'État. Bahati, c'est le premier allié du chef de l'État, si vous me permettez. Qui a finalement, selon certains militants, déçu. Non, il n'a pas déçu. Je crois que ce sont des militants, ce sont des gens qui racontent des choses qu'ils ont à raconter. Vous savez, il peut se faire que dans la réalisation d'une mission, il y ait une faille. Mais ça ne veut pas dire qu'on est contre telle ou telle autre position. Non. Je pense qu'il faut respecter les institutions de la République. Il faut que l'opinion encourage la stabilité des institutions de la République. Le vote qui a été fait au niveau du Sénat, ça a été un vote à bulletin secret. Vous pouvez conseiller une personne, mais lorsque la personne se retrouve devant sa propre conscience dans l'urne, vous n'êtes pas avec la personne. Et c'est ce qui s'est passé au niveau du Sénat. L'honorable Bahati
à ma connaissance, je suis parmi ses proches, il s'est battu pour que les collègues sénateurs soient mis à la disposition de la justice pour que leurs dossiers soient instruits à la justice. Mais bon, vous savez, vous savez, au Sénat, il faut considérer qu'au Sénat, il y a une tendance monolithique. C'est-à-dire des gens qui, historiquement et politiquement, peuvent, pour tel ou tel autre intérêt, se sentir ou être appelés à coaliser leurs énergies. À une solidarité. À une certaine solidarité, mais qui peut être négative. Diabolique soit-elle. Hein? Je n'utilise pas les termes diaboliques, c'est vous qui les dites, mais moi je pense que dans l'intérêt de notre population, dans l'intérêt du pays, je crois si la justice vous interpelle, il faut y répondre, il faut éclairer l'opinion. Il faut se présenter à la justice peut vous condamner, la justice peut vous blanchir. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de non-sincérité au sein de l'Union sacrée, plus particulièrement au niveau de la Chambre haute du Sénat, qui est les Sénats? Comment comprendre que le chef reçoit les sénateurs, 85, il dit qu'il ne faut pas faire obstruction à la justice, mais les sénateurs qui sont majoritairement l'Union sacrée, avec à leur tête, qui c'est lui que je peux considérer comme le patron de l'Union sacrée à l'Assemblée, au Sénat, qui est Bahati Lukwebo, que ces gens ne suivent pas. Est-ce que ça ne peut pas créer aujourd'hui des remous entre le président de la République et son dauphin constitutionnel, qui est le président du... Non, monsieur Serge, ça ne peut pas créer un problème. Je pense que le président Bahati, vous savez, il faut vous référer à l'histoire. Dans cette même salle, ou dans ce même Sénat-là, le président Bahati lui-même était candidat. Vous savez quel est le résultat qu'il avait? Face à Tambemona. Vous comprenez? Et je crois qu'il avait eu 43 votes positifs. Et puis son concurrent ou son policier avait eu 64, 67. Quelque chose comme ça. Je n'ai pas les chiffres exacts. Donc, quand vous regardez les résultats qu'il y a eu à la suite de la levée des immunités, c'est presque la même tendance. Il y a 46 qui ont voté pour la levée des immunités, pour la disposition des sénateurs, pour la mise à disposition des sénateurs à la justice, et il y en a 49 qui ont voté contre. L'écart est très réduit. Très réduit. Bon, c'est vrai que ce qui compte, c'est le résultat final, c'est-à-dire il n'y a pas eu la mise à disposition de la justice. Mais quand vous regardez les chiffres, ça veut dire que les sénateurs fidèles au président Bahati, ils sont restés fidèles. Mais c'était sans compter avec d'autres qui, comme je le disais tout à l'heure, sont encore attachés à leur tendance monolithique, hein, historiquement politique, si vous permettez que je répète cela. Et ça ne fait pas de cela un problème. Non, Bahati reste... Moi je pense, à ce stade ici, il faut considérer que le chef de l'État dans le microcosme politique actuel, il n'a pas meilleur allié que le professeur Bahati. Non, on dit c'est un Maradona, il s'est dribblé ici, il s'est dribblé là-bas. C'est un allié dangereux, il faut bien gérer. Hein. Mais qui dit que c'est un Maradona, que c'est un dribbleur? Qui dit ça? Il faut vous demander qui dit ça. Parce que si ce sont ces anciens partenaires qui lui ont fait ce qu'ils lui ont fait et qui disent ça, ben il faut prendre ça avec des pincettes. Il faut prendre ça avec beaucoup de réserve. Référez-vous à l'histoire. Au lendemain de l'élection du président de la République comme chef de l'État, je crois que Bahati a été parmi les premiers qui lui ont fait allégeance pour l'accompagner dans sa nouvelle gestion politique et économique du pays. Et depuis ce temps-là, malgré tous les coups qu'il a eu de ses anciens partenaires, ben, le professeur Bahati est resté toujours attaché à la vision du chef de l'État. Je ne veux pas, vous savez vous-même le rôle qu'il a joué pour que cette révolution de l'Union sacrée ait lieu, et vous savez comment il est en train de se battre
parfois même à ses risques et périls, parfois même avec ses propres moyens, pour une meilleure organisation au sein de l'Union sacrée. Vous savez, aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous mettre à juger qui est Maradona, qui est ceci. Non, je pense que le chef de l'État connaîtra ses meilleurs alliés la veille, avant 2023, bientôt. Après 2022, bon, on saura réellement qui était avec les chefs de l'État. Parce que ce que nous prétendons être des alliés aujourd'hui, bon, nous ne sommes pas sûrs que demain, ça ne sera pas ceux qui vont être nos concurrents. Mais la politique, elle est dynamique, hein, non? Vous pensez que c'est à tort qu'on critique le professeur Bahati, et vous pensez qu'il ne peut pas aujourd'hui faire l'objet, par exemple, d'une pétition pour son départ au perchoir du Sénat? Mais c'est à tort qu'on les critique. Et je ne sais pas pourquoi il ferait l'objet d'une pétition pour partir de la présidence du Sénat. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faut avoir l'habitude de... C'est vrai qu'on est en politique. C'est vrai que les gens disent, oui, en politique, tout se paye cash. Mais qu'est-ce qui se paye cash? Est-ce que ce sont tous les actes qu'on a commis durant un certain mandat, durant une certaine législature, ou bien c'est un acte isolé? Il faut placer les choses dans les contextes généraux. Parce que c'est comme... Allez, je prends un exemple banal. Vous êtes marié, tous les jours, vous venez, on vous prépare du foufou, c'est un bon foufou, votre épouse vous prépare du foufou, c'est un bon foufou. Bon, on a 9 jours sur ça, le foufou il est bon. Ce n'est pas l'unique jour où le foufou est un peu de mauvaise qualité que vous allez dire que votre épouse ne s'est pas préparée. Non. Ça, c'est la parade facile. Hein? Oui, c'est ça. C'est un peu cet exemple banal que je prends. Je ne pense pas. Ceux qui veulent créer un problème là où il n'y en a pas, ils savent pourquoi ils le font. Mais je vous dis, je vous confirme, le professeur Bahati, c'est un allié sûr du président de la République. Il travaille pour les comptes du président de la République, pour la matérialisation de la vision du chef de l'État. Et il est sincère. Il est sincère vis-à-vis du président de la République. Est-ce que c'est lui, Bahati, qui est sincère? Vous le dites, on va terminer. Monsieur le député, est-ce que la sincérité, vous la constatez aussi au sein de l'Union sacrée, que ce soit dans toutes les institutions? Est-ce que vous pensez que cet incident ou cette erreur de parcours peut aujourd'hui vous servir d'élément de base pour évaluer un peu la marche, pour ne pas évoquer la sincérité des uns et des autres au sein de cette Union sacrée? Mais bien sûr, cet élément doit nous servir de référence, de base, pour évaluer notre marche, pour évaluer notre marche dans l'Union sacrée. Le travail qui est à faire maintenant, c'est au niveau du Sénat de savoir, et c'est peut-être pas difficile, mais c'est peut-être difficile, mais c'est pas impossible, de savoir qui a voté contre la levée des immunités parlementaires. Ça, il y a moyen de détecter certaines personnes. Et c'est facile, je crois qu'on y parviendra. Mais au niveau de la grande famille de l'Union sacrée, cet élément doit nous donner matière à réflexion pour que nous arrivions à identifier véritablement qui est de l'Union sacrée, qui s'inscrit véritablement et sincèrement dans la vision du chef de l'État pour qu'il réussisse son mandat et qu'il empile un deuxième mandat. Et l'avenir nous dira le reste. Mais marcher, croire en tout le monde aveuglement, sans faire un examen de conscience avec ce qui vient de se passer au niveau du Sénat, non, ça c'est pas possible. Ça c'est comme si on était des aveugles. Nous allons, au sein de l'Union sacrée, utiliser cet élément comme un acte détonateur pour que nous puissions voir qui est véritablement de l'Union sacrée et qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État. Très bien. Merci beaucoup, M. Constantin Benguele. Pour les téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre, j'aimerais vous rappeler que nous recevons pour vous l'honorable Constantin Benguele. Il est élu de Mouika dans les Kasaï. On faisait le tour d'horizon de l'actualité. On est parti de cette éruption volcanique du Nyiragongo pour revenir sur le séjour du président de la République dans les 2 Kivu,
là où il y a des opérations militaires. Les chefs y séjournent, ça fait déjà près de 10 jours en train d'évaluer la situation, mais aussi apporter une visite de réconfort pour les sinistrés de ce volcan. On est passé également par les activités parlementaires à l'Assemblée nationale, tout comme au niveau du Sénat. Et la dernière question, c'était juste sur la question de la levée des immunités, qui aujourd'hui semble être présentée comme élément pour en finir avec les professeurs et les présidents du Sénat, Bahati Lokwebo. Alors, monsieur le député Constantin Benguele, on va se séparer. Dites-moi un peu, avant peut-être de boucler, vous n'êtes pas dans les secrets de Dieu, dans les secrets du président. La prochaine réunion de l'Union sacrée, c'est pour quand? Et puis, quels sont vos rapports, vous, personnels, avec le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi? Bon, je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Je ne fais pas partie de la classe dirigeante de l'Union sacrée. Je suis membre de l'Union sacrée. Et donc, il y a une organisation qui se met en place et qui organise tout cela. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a quand même des contacts informels qui nous permettent de préparer déjà d'une ou de l'autre façon au sein de différents groupes la prochaine réunion de l'Union sacrée. Il y a au niveau, par exemple, de l'Assemblée nationale, nous avons déjà eu une réunion des députés de l'Union sacrée. Et donc, c'est quelque chose qui se met en place et qui se fait. Avec les conclusions qui ont fuité sur les DIP qu'on va vous donner, ou bien les DIP que vous avez souscrits pour la mobilité? Je vais revenir à cet élément. On n'a pas assez de temps, malheureusement. Je vais revenir à cet élément, mais vous m'avez posé la question de mes relations personnelles avec les chefs d'État. Non, le chef de l'État, il est le chef de l'État de tous les Congolais. Je suis Congolais, c'est mon chef de l'État. Je suis député national, je suis membre d'une institution de la République. Lui, il est une institution en tant que président de la République et nous avons des rapports officiels. Et au-delà de tout ça, bon, nous pouvons avoir des contacts privés, directs ou indirects, mais ça ne veut pas dire que j'ai des rapports particuliers. Ce n'est un secret pour personne. Vous posez cette question tout simplement parce que vous avez vu cette photo où le chef de l'État nous reçoit en compagnie de quelques personnalités, mais c'est tout simplement un chef de l'État qui reçoit tous ceux qui lui demandent l'audience et il nous a reçus dans ce cadre-là. Ce rapprochement-là m'a permis de me faire une idée de sa personne. Je pense que le Congo a une chance d'avoir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme chef de l'État. Je sais de quoi je parle. Pourquoi vous, parlementaires, pour terminer, vous faites fuiter des audios du président Bosso? Quand on vous promet des choses, vous faites fuiter, je m'en voudrais, même les téléspectateurs m'en voudront si je ne vous pose pas la question, qui fait aujourd'hui tabac sur les réseaux sociaux, qui fait tabac avec un tollé général sur tout ce qu'on vous promet comme moyen de mobilité. Mais moi je pense que, bon, nous condamnons, quand nous avons nos réunions, nous ne sommes pas que seuls députés nationaux entre nous. Vous savez, il y a des députés qui ont parfois des gardes-corps qui assistent, il y a parfois des assistants qui sont autour des salles, et donc tous ces gens peuvent faire que parfois l'information est relayée dans les réseaux sociaux, dans sa forme initiale comme dans sa forme altérée, et beaucoup plus dans la forme altérée. Mais moi je plains ce genre de personnes. Et si ce sont des collègues députés, parce que je n'ai pas de preuves, eh ben, c'est fort possible, parce que je vous ai dit tout à l'heure, on devra identifier qui est véritablement de l'Union sacrée. Parce qu'on est en politique. En politique, il y a parfois des gens, des espions, il y a parfois des gens qui sont animés de mauvaises intentions. Mais moi, je ne vois pas de mal que cette information sur les DIP soit reprise dans les réseaux sociaux. Moi, je ne comprends pas. Un député national, c'est un élu du peuple. Le peuple a confié son mandat à cet élu pour les représenter au sein des institutions, de l'Assemblée nationale, du Sénat. Et c'est cette
institution qui est appelée à légiférer, qui est appelée à contrôler. Ça vous plaît de voir un député national arriver sur une moto pour contrôler un ministre ou un DG qui est tout puissant avec... Il faut les mettre à l'abri de besoins. Hein, il faut ne fût-ce que lui garantir un minimum. Et le chef de l'État, c'est un chef de l'État. Il a une dotation présidentielle, il est chef de l'État, il a certaines possibilités. Vous avez aussi des mécanismes internes à vous de souscrire avec... On a aussi des mécanismes internes à l'Assemblée nationale ou au Sénat pour souscrire à l'obtention de certains avantages. Donc, qu'on puisse, lorsque un DG est nommé, moi j'ai été DG, j'avais 2 véhicules, 2 types de fonction. J'avais des chauffeurs, n'est-ce pas? Et c'est... Le PCA, il avait une type de fonction, il avait un chauffeur. Mais pourquoi est-ce que le député, qui est un représentant du peuple, pour contrôler les DG, les ministres, les responsables des organismes, pourquoi est-ce que quand le chef de l'État veut redorer l'image ternie du parlementaire, ça fait un problème. On va se limiter là pour aujourd'hui. Je trouve que c'est injuste. Merci beaucoup pour votre coup de gueule, monsieur Constantin Benguele. Madame, messieurs, ça n'est fini pour cet entretien exclusif. Mais monsieur Benguele, on voit de moins en moins dans les médias, vous parlez de moins en moins. Pourquoi? Mais écoutez, moi... Pour terminer un peu l'émission, c'est difficile de vous avoir en interview, difficile? Non, vous savez, il faut parler quand il faut parler. Mais il faut se taire quand il faut se taire aussi. Je ne peux pas commencer à passer tout le temps dans la presse pour parler indéfiniment. Non. Vous savez, il y a même un adage qui dit la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Je parle quand c'est nécessaire de parler, mais quand ce n'est pas nécessaire de parler, je ne parle pas. Très bien. Merci beaucoup. Vous l'avez compris, hein? Il parle quand il y a matière à parler, il ne parle pas quand il n'y a pas à parler. Eh bien, il faut avoir parfois des termes forts, plus que les silences, si, comme quelqu'un l'a dit. Madame, Messieurs, je m'en vais d'abord dire grand merci à notre invité, le député Constantin Benguele. Je rappelle qu'il est élu de Moueka dans les Kasaï. Honorable, en tout cas, merci à vous d'avoir été le nôtre. Je crois qu'on aura le temps de revenir à vous dans 2, 3, 4 mois, quand peut-être l'actualité se fera sentir. À vous, chers téléspectateurs et chers auditeurs, parce que l'émission aussi passe à la radio. Merci à toute l'équipe technique sous la coordination de Bruno Zinga. Prenez bien rendez-vous avec votre entretien spécial très prochainement sur nos antennes. Au revoir.